Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Patrick Amselem. Patrick, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Je suis ravi de te revoir, Patrick, parce qu'on avait fait de nombreuses émissions à la radio régulièrement dans Santé Spiritualité. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on se connaît. Et d'autant plus que là où je suis ravi pour faire découvrir à part des internautes une de tes pratiques ou un de tes outils, puisque tu es astrologue sidéral et karmique. Alors, on va voir la distinction entre l'astrologie tropicale que l'on voit, que l'on découvre partout dans les magazines, etc., et l'astrologie sidérale, la différence entre ces deux approches. Et puis, tu es aussi psychopraticien transpersonnel. Tu proposes du coaching, de l'accompagnement spirituel. Tu te sers pour ce faire aussi du tarot de Marseille, des arts divinatoires. Tu t'en sers dans la mesure de cet accompagnement. C'est pour toi l'occasion, avec tous ces différentes cordes, et bien en fonction de la demande de ceux et celles qui viennent te voir, de combiner ces différents outils ou d'en ressortir un en particulier. Tu fais aussi de la lecture des différents corps énergétiques pour faire des bilans, pour savoir où en est la personne avec elle-même, à travers ces corps dits invisibles, mais que certains peuvent voir. Autant d'outils qui donc permettent de faire l'accompagnement que tu proposes. On rappellera pour ceux et celles qui nous suivent, Patrick, durant cette émission, eh bien d'aller jeter un coup d'œil sur ton site internet. C'est très simple, www.patrickamselem.com. Patrick Amselem en un mot tout attaché.com. Amselem que je vous appelle, A-M-S-E-2-L-E. M. Je vous ai, il en manque une. Eh oui. Patrick, tu exerces à Paris, tu reçois les personnes qui viennent te consulter à Paris. De surcroît, tu proposes des consultations, ce qui n'est pas anodin, en anglais et en espagnol via Skype. Donc voilà, pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne sont pas forcément francophones, vous avez cet avantage-là. Alors, avant d'aborder tous ces différents outils, Patrick, d'aborder l'homme que tu es, ton parcours, qui est là aussi très atypique, ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques l'astrologie? Parce que c'est surtout cet outil-là qui t'a permis de te lancer, et ça remonte à quoi, il y a 20 ans, plus de 20 ans? On va dire que ça fait plus de 35 ans, je dirais, que j'ai commencé dans tous ces domaines. C'est vrai que l'astrologie a été un support très important, que j'ai appris différentes astrologies avec différents maîtres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des éléments, un des supports qui fait ma spécificité dans ma pratique. Ça, c'est clair. Alors, pour voir justement, parce que bon nombre de ceux et celles qui nous écoutent s'intéressent à l'astrologie, et c'est vrai que de prime abord, l'astrologie dite tropicale, celle que l'on trouve partout, dans les magazines et autres, à pignon sur rue, l'astrologie sidérale est peu ou prou connue. Donc c'est intéressant de voir que tu as commencé toi par l'astrologie tropicale, tu en es venu à l'astrologie sidérale, et pourquoi cette astrologie t'a à ce point-là sidéré pour que tu la choisisses et que tu changes, j'allais dire, ton fusil d'épaule. Astrologie tropicale que tu faisais au tout début en tant qu'amateur, parce que tu adorais cet art-là, tout en ayant à côté un travail bien rémunéré dans une grande entreprise. Mais bon, on va revenir un petit peu pour le début, si tu veux bien, voir dans quelle ambiance tu as grandi, si... on va dire, les arcanes de la mystique, de l'occultisme, et quand je dis occultisme, ce qui est occulté, c'est ce qui est caché, hein, rien d'extraordinaire là-dedans. Dans quelle mesure ce sont des sujets qui t'ont intéressé? Est-ce que la religion a eu une empreinte prégnante auprès de toi, de par ta famille, ton éducation? Donc quelle était ton approche, j'allais dire, de l'être humain, de l'humain, au sens large du terme, quand tu étais enfant? Disons qu'enfant, j'étais un enfant très, très réservé, très en retrait dans l'observation du monde et des autres. Et donc, on va dire que j'ai eu certaines expériences qui m'ont ouvert à la mystique, à la spiritualité, des expériences de vécu. Mais au départ, je dirais qu'il y avait quand même une bibliothèque qui était assez fournie
qui était due à toutes les investigations de mes frères, notamment du point de vue artistique, du point de vue des sciences humaines. Donc il y avait d'ailleurs des livres sur la spiritualité, sur la chirologie, la chiromancie, qui est une des sciences que j'ai étudiées ensuite. Mais c'est surtout quelques expériences qui m'ont marqué, et notamment à l'âge de 9 ans, une expérience spirituelle, je dirais, pendant un été à la Sainte-Baume. La Sainte-Baume qui se trouve dans le sud et qui est la grotte où Marie-Madeleine a vécu. Et donc en allant à la Sainte-Baume, un après-midi d'été, où il faisait très chaud, j'avais été invité par ma tante à monter, on avait fait tout le chemin, donc tout un cheminement déjà à l'époque, et arrivant tout en haut, donc il y a un moment où on arrive dans la grotte où il fait assez froid, j'ai eu une expérience, je dirais, de lumière, c'est-à-dire que j'ai vu une grande lumière émaner de cet endroit, et voilà, ça a été une de mes premières ouvertures en connexion avec autre chose. Et puis à partir de ce moment-là, un petit peu plus tard, vers l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tous ces domaines, la chirologie, la chiromancie, le tarot, le magnétisme, le yiking. Et donc à l'époque, je créais déjà des petites consultations où je recevais des camarades, où je recevais des gens de ma famille, et voilà, et tout ça, ça a commencé. Voilà, j'ai déjà consulté déjà très jeune. J'ai consulté pour les personnes. Voilà. Le point de départ. Dans quelle mesure ça t'a influencé ces différentes expériences et le fait de s'intéresser à ces arts divinatoires, et puis par la suite, tu parlais de la bibliothèque. Notamment par tes frères, quels ont été les auteurs qui t'ont marqué ou qui t'ont inspiré? Je dirais, de ce que je m'en rappelle, c'était surtout une bibliothèque artistique, je dirais, avec tout le domaine de la peinture. Et puis il y avait donc les surréalistes aussi, parce que un de mes frères était peintre aussi. Donc le surréalisme, et puis des livres un peu d'avant-garde dans la littérature, la poésie, la littérature, et puis quelques livres, je dirais, sur René Guénon, de l'époque, donc des livres sur les auteurs mystiques. Par exemple, il y avait aussi des livres d'Ivanov, le maître Omram Mikhaël Ivanov. Il y avait des ouvrages sur le bouddhisme, et donc tout ça, ça m'a parlé. Il y avait même un ouvrage qui était justement un ouvrage sur le karma et la réincarnation, et l'ayant ouvert, tout ça me paraissait d'une grande évidence, d'une grande clarté. À l'époque, je retrouvais, je pense, des choses, et donc du coup, c'est là où vraiment, ça a vraiment commencé, par ces consultations. Et puis un petit peu plus tard, j'ai eu cette expérience d'accident de voiture aussi à l'âge de 22 ans, qui a été un autre rappel, vers autre chose. Donc c'est-à-dire quoi, une sorte de NDE que tu as eu l'occasion de faire, le tunnel, la lumière, ou ce genre de choses, ou pas? Alors il y a l'expérience de mort imminente, et puis il y a l'expérience de mort approchée. Je pense que ce qui s'est passé là, c'était une expérience de mort approchée, puisque j'étais au volant, jeune conducteur d'ailleurs de la voiture de mon père, et je rigole parce que il n'a pas été content après mais pour sa voiture, mais je dirais que ce dont je me souviens, c'est que je roulais, j'étais complètement heureux de prendre cette voiture comme un jeune conducteur, tu vois, la liberté, la liberté, la joie de conduire. Et puis quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à un croisement, il y avait des voitures qui venaient de la droite. Donc si tu veux, normalement on laisse la priorité devant. Moi j'avais un camion, et à ce moment-là, contre toute attente, je passe la première. Mais si tu veux, comme si quelqu'un m'a fait passer la première.
Et arrive de la droite un véhicule à toute allure qui me rentre dedans, donc la voiture a été retournée. Et d'ailleurs, donc je suis parti dans quelque chose, d'ailleurs je prononce le mot indicible parce que c'est très compliqué de l'expliquer vraiment avec des mots, quelque chose d'une grande clarté, d'une luminosité, d'une lumière qui était un autre appel vers la lumière. Et donc je ne sais pas combien de temps je suis resté, si c'était quelques secondes, quelques minutes. Tout s'est arrêté. Le temps s'est arrêté à ce moment-là. Il n'y avait plus de corps, il y avait simplement un grand espace-temps. Et au moment où je me suis réveillé, la voiture est retombée. Elle était complètement, elle est retombée. Et là, les gens, le garagiste a dit que si j'étais été sur le côté droit, je serais certainement mort. Donc la voiture était inutilisable après. Donc c'est pour te dire la violence du choc. Et au début, j'avais pas vraiment mesuré l'impact que ça pouvait avoir, que ça a pu avoir par la suite. Mais effectivement, c'est un moment très 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 fort. Et qu'il est toujours. D'ailleurs, quand j'en parle, je me retrouve littéralement à ce moment-là, chaque fois que je le raconte. Quel genre d'études tu choisis ? Alors, au départ, j'avais pas du tout l'intention ni de m'installer, ni d'être thérapeute. Au départ, j'étais assez doué pour la philo, pour le français. Et puis, à un moment donné, peut-être ayant été influencé ou pensant d'une manière un peu économique, on m'a dit, tiens, tu devrais faire quelque chose, une grande école. Donc j'ai fait en fait des études de commerce international. Donc j'ai fait un BTS de commerce international pour pouvoir entrer et commencer après à travailler. Mais j'ai toujours eu ces consultations par ailleurs. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des demandes, des consultations. Donc je travaillais dans différentes sociétés. Et puis le week-end, j'étais amené à consulter à domicile. Voilà, donc j'allais chez des personnes, ce qui était extrêmement enrichissant et qui m'a donné une approche de l'humain vraiment très 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 vaste. Ça devait être dans les années fin 80, 87, 88, etc. Et donc je consultais. Et ça a été vraiment... Et je ne souhaitais pas, si tu veux, changer et avoir cette idée d'être ce que je suis vraiment aujourd'hui dans ma pratique. Comment t'es venu... Parce que il y a pléthore de livres divers et variés, puisqu'on parle des arts divinatoires. Pas de prime abord nécessaire de suivre des cours auprès d'enseignants. Mais tu choisis à un moment donné d'approfondir ta pratique de l'astrologie à l'époque tropicale. Pourquoi ce choix d'aller voir quelqu'un qui pratique, qui te l'enseigne, plutôt que de suivre ce qu'on peut trouver déjà plus ou moins dans les livres et qu'on peut apprendre dans les livres ? L'intérêt de suivre quelqu'un. Alors effectivement, au départ, l'astrologie est venue par des consultations que j'ai reçues. Donc pour moi-même, j'avais lu un très beau livre qui s'appelle Le ciel intérieur, qui explique qu'au fond, toutes les planètes et les constellations sont à l'intérieur de nous, en fait. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, j'ai toujours eu cette envie d'approfondir, d'aller au fond des choses. C'est-à-dire quand j'entreprends quelque chose, j'aime aller jusqu'au bout de la discipline. Et au départ, bien évidemment, j'ai eu 2 enseignantes en astrologie, une en astrologie humaniste, l'autre en astrologie classique, pour apprendre vraiment la base de tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'astrologie tropicale. Et donc j'ai commencé comme ça à apprendre, à tracer des cartes du ciel, à analyser, parce que ça m'intéressait d'abord pour moi-même. L'astrologie, c'est d'abord un support de connaissance de soi, c'est important de le dire, et un support qui nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on fait là et vers où on va dans notre incarnation. Donc ça m'intéressait en premier lieu pour moi-même, pour comprendre,
Et donc ensuite, évidemment, après, j'ai continué avec d'autres enseignements, avec l'astrologie sidérale par la suite, qui m'a paru plus exacte et qui se référait surtout à l'astrologie des anciens. Alors, on va y revenir. En parallèle de ça, puisqu'on parle des arts divinatoires, là aussi, le tarot de Marseille, qui pour un bon nombre de personnes, avec tous les jeux de cartes qui existent aujourd'hui, là aussi il y en a pléthore. Toi, tu es resté fidèle à cette tradition, j'allais dire kabbalistique ou égyptienne. On sait dans une certaine mesure à quoi peuvent faire référence les arcanes du tarot de Marseille. Alors on peut s'en servir, certains s'en servent pour, entre guillemets, voir l'avenir, faire de la voyance, etc. Au fil de ton expérience avec le tarot, tu t'en es servi surtout comme outil, là aussi, comme avec l'astrologie, outil de connaissance de soi. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'un et l'autre ont été tes fidèles alliés ou fidèles amis tout au long de ces années, puisque tu as commencé finalement à l'adolescence? Alors au départ, quand j'ai commencé à connaître le tarot, un premier jeu de tarot, je l'ai utilisé vraiment dans mes consultations au tout début avec le tarot de Marseille, le I Ching, un peu d'astrologie et puis aussi de la numérologie. Et puis par la suite, j'ai compris, comme l'astrologie d'ailleurs, que le tarot n'était pas qu'un outil divinatoire, un outil de prévision, de prédiction, mais surtout d'une manière ésotérique, d'une manière cachée. C'est un véritable chemin vers soi, vers le soi, c'est-à-dire un chemin d'éveil. Certains l'appellent d'ailleurs le Bardo Thodol des vivants. On sait que le Bardo Thodol des Tibétains, c'est ce qui se passe après la mort. Et donc ce Bardo Thodol des vivants nous indique quelle est la voie à suivre pour l'âme dans cette incarnation. Donc c'est très intéressant. Et évidemment, tous ces symboles ésotériques ont été cachés à un moment donné, donc il y a évidemment à décoder, il y a énormément de richesse dans chaque lame du tarot. Et aujourd'hui encore, dans ma pratique, c'est une utilisation quotidienne d'enseignement, c'est une utilisation thérapeutique, puisque je l'utilise aussi avec des personnes qui viennent, c'est aussi des enseignements que je peux donner aussi à travers ce chemin initiatique. Donc pour moi, tu l'as dit, c'est un allié, c'est un ami, c'est un maître vivant. Parce qu'il faut parler du tarot en tant que maître, en tant qu'énergie vivante. Et donc le tarot fait partie d'un de mes outils, je dirais, dans ma pratique. Et voilà, c'est quelque chose à vivre de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on ne peut pas aborder juste en regardant, en analysant d'une façon intellectuelle, d'une façon livresque, sinon on va être à la surface des choses. Voilà, on va être sur le vernis du tarot. Mais si on commence à vivre chaque lame, à se rendre compte qu'une lame est vraiment vivante, à ce moment-là, il se passe des choses extrêmement étonnantes. Et donc, c'est le tarot qui nous enseigne. Donc là, je dis c'est un maître, c'est un enseignant. Moi, pratiquement un petit peu le tarot, et quand je dis un petit peu, c'est vraiment modestement, je peux comprendre combien tes propos. Ce que j'aimerais, c'est-à-dire savoir, là on parle des arts divinatoires dans un premier temps, avec notamment les différents enseignements, tu parlais de Qumran Ivanov, et de cette spiritualité qui arrive très tôt dans ta vie, avec ces expériences de vie dont tu parles. Chez toi, ça paraît comme une évidence qu'il y a plusieurs vies, qu'on est là de passage, qu'on est là pour vivre des expériences et apprendre à se connaître. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et ces différentes approches, j'entends outils, art, divinatoire que tu as, pourquoi est-ce que pour toi, l'astrologie te paraît être comme étant une carte maîtresse ou majeure pour se connaître? Parce que tu l'as bien dit, il peut y avoir la calligraphie, on peut lire les lignes de la main, tu parlais de la numérologie. Pourquoi l'astrologie te paraît être vraiment un outil
précis, adéquat pour toi? Comment tu es tombé en amour? Pourquoi elle? Parce que oui, ta question, elle est intéressante, parce que c'est un outil qui contient énormément de possibilités, je dirais d'abord dans la connaissance de soi. On va dire qu'aujourd'hui, on sait aller sur la Lune, on sait voyager sur d'autres planètes, mais beaucoup de gens, la majorité des gens, ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Donc je dirais d'un point de vue de la connaissance de nous-mêmes, de notre personnalité, mais aussi de ce qu'on va appeler le programme de vie. Le programme de vie, est-ce qu'on vient faire quelque chose? Est-ce qu'il y a un programme? C'est d'une richesse vraiment extraordinaire. Le deuxième élément, c'est que l'astrologie, c'est pas seulement un outil de connaissance, c'est aussi un outil de prévision. C'est aussi prévisionnel, c'est aussi prédictionnel. Alors certaines personnes vont dire, bah oui, c'est que de la psychologie. Non, c'est pas de la psychologie seulement. D'autres vont dire, c'est pour la divination. Et en fait, c'est un outil qui regroupe ces deux pôles, la connaissance psychologique de la personne, la connaissance évidemment de ce qui peut arriver, des cycles, mais c'est aussi un outil de haute spiritualité, parce que ça permet de comprendre ce qu'une âme est venue faire, et aussi, si on élargit la conscience et qu'on pense qu'il y a eu des existences antérieures, eh bien ça nous permet de déterminer de quel courant on vient, de quel karma on vient, et surtout qu'est-ce qu'on a à travailler. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont chercher à travailler sur elles-mêmes, mais qui ne savent pas en fait où elles en sont. Donc la carte du ciel, pour moi en tant que thérapeute transpersonnel, ça permet de voir qui est vraiment la personne, quelles sont ses possibilités, là d'où elle vient, vers où elle va, et surtout, ça permet vraiment de gagner du temps en matière de thérapie, parce que selon la structure de la personne, selon qu'on va trouver un mercurien, un saturnien, dominante planétaire, un solaire ou un jupitérien, eh bien l'abord, l'approche thérapeutique ne sera pas la même, et la personne sera en capacité ou non de suivre tel ou tel thérapeute. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un outil vraiment essentiel, parce que ça permet vraiment de cerner où en est la personne et qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Donc c'est pour ça qu'en général, je le propose en premier bilan. Dans le site, il y a les différents bilans. Et donc c'est vraiment faire un bilan. Donc ça peut être un bilan ponctuel, ça peut être un bilan prévisionnel, mais surtout pour ceux qui suivent la voie thérapeutique, la voie de transformation, la voie alchimique, ça permet de savoir vraiment où en est la personne et même où elle en est par rapport à toutes ses vies. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, il y a cette richesse-là qui est fabuleuse. Alors justement, puisque on parle d'astrologue, il est précisé, et tu le précises sur ton site, astrologue karmique. Alors tu as parlé légèrement du karma. J'aimerais déjà dans un premier temps, parce que le karma, là aussi il y a peut-être beaucoup d'incompréhension. Qu'est-ce que c'est que le karma, déjà? Le karma, c'est souvent un mot qui est mal compris. On va dire que c'est une loi de cause à effet qui fait que nous sommes responsables de nos actes, de nos intentions, ça c'est très important, de nos pensées et de nos émotions. Donc on va dire, il y a aussi les événements. Donc si on considère que l'âme va cheminer d'expérience en expérience, d'incarnation en incarnation, de vie en vie, on va dire que le karma, c'est ce qu'on va ramener. Alors il y a bien sûr aussi du bon karma, il n'y a pas que du mauvais, d'ailleurs, ce que l'âme va ramener, mais ce qui n'est pas souvent précisé, c'est qu'elle va aussi ramener des états, des émotions, des engrammes, ce qu'on appelle dans la tradition hindouiste des samskaras, des empreintes. Par exemple, si je vis une expérience, dans quelle intention j'étais à ce moment-là, dans quel état d'esprit, avec quelle émotion. Et c'est sur toutes ces expériences qu'on ramène et qui sont inscrites dans nos corps d'énergie, notamment dans le corps astral. Donc le karma, c'est cette loi de cause à effet. Si on pense que d'un point de vue spirituel, on peut agir n'importe comment, dans n'importe quel sens,
eh bien, on va dire que la loi karmique, c'est une loi universelle qui fait qu'on est responsable de nos actes et qu'aujourd'hui, dans notre incarnation présente, on est la résultante de ce qu'on a pu être avant, de ce qu'on a à comprendre, de là vers où on doit aller. Et ce sont toutes ces empreintes, ces samskaras, qui peuvent nous empêcher d'être vraiment nous-mêmes, donc de nous réaliser, et qui peuvent surtout empêcher d'aller vers cet état de réalisation, vers cet état de non-dualité. Donc c'est très important de les pointer et de pouvoir travailler sur ces empreintes. Alors, puisque tu parles d'empreintes, qu'on parle du karma, pour ceux et celles, et j'en rencontre pas mal, notamment avec les rencontres de l'inconscient, qui se rendent compte qu'ils sont dans des boucles, toujours les mêmes schémas, et ce sentiment d'impuissance qu'ils peuvent avoir à sortir de cette boucle qui se répète. Alors la scène change, les acteurs changent, mais le fond du problème en lui-même reste le même. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est de savoir si ces boucles dans lesquelles elles ont le sentiment d'être enfermées sont dues à justement ces empreintes de vie multidimensionnelle ailleurs, dans d'autres espaces-temps, qu'on appelle la plupart du temps vie passée, ou alors si elles peuvent être ces boucles issues de cette vie présente suite à des traumas, etc. Et dans ce cas-là, dans quelle mesure est-ce que l'astrologie peut nous aider à nettoyer les empreintes de ces vies passées? Apparemment, c'est ce que tu es en train de nous dire, en tout cas d'en prendre conscience. Après, les nettoyer, je ne sais pas, et ça, c'est le psychopraticien, à mon avis, qui intervient. Mais en tout cas, par rapport à ces empreintes dues à cette vie présente, est-ce qu'on peut voir ça dans la carte du ciel, ou notamment quand tu fais l'astrologie karmique? Alors, la carte du ciel, c'est une photographie précise du ciel au moment de la naissance. C'est-à-dire qu'au moment où on va prendre cette première inspiration, donc où les poumons vont s'ouvrir, eh bien, il y a littéralement une imprégnation, c'est pour ça qu'on parle du ciel intérieur, du ciel cosmique à l'intérieur de nous. Donc on a une photographie qui va nous donner énormément d'éléments, mais qui va nous donner aussi des éléments, je dirais, d'incarnation. Dans quel milieu familial on va s'incarner, quels parents, soleil, lune, ce sont les parents, le soleil, la lune, également Saturne, quels parents on va avoir, quelle va être aussi notre destinée, nos cycles. Donc on va avoir des éléments de karma, avec quoi on vient, vers quoi on va, mais on a aussi beaucoup d'éléments, et ça on n'en parle pas nécessairement toujours en astrologie, que sont les complexes psychologiques. Donc on va trouver bien évidemment des choses à traverser, par exemple le complexe d'abandon, où on va se sentir comme une personne qui ne se sent pas aimé, qui a besoin toujours d'être rassuré. Alors ça c'est le complexe d'abandon. Le complexe de castration, qui est également repris par Freud, également dans la psychanalyse, où un des deux parents va littéralement castrer la personne et l'empêcher d'avoir cette confiance, tellement importante, la confiance en soi. Et puis d'autres complexes. Je parlais à une personne récemment, elle avait le complexe de rébellion, donc elle se rebelle contre tout, contre la société, contre tous les systèmes, donc elle n'arrive pas à s'intégrer, à trouver sa place. Il y a le complexe d'insécurité. Donc tous ces complexes-là, on va les voir, parce que ce qui est très important, pour moi en tout cas en tant que thérapeute transpersonnel, c'est que dans le transpersonnel, il y a aussi personnel. Ça veut dire qu'il ne s'agirait pas seulement de dire il y a les vies antérieures, il y a les empreintes karmiques, mais il y a aussi cette vie. Et là, j'insiste vraiment là-dessus, parce que beaucoup de personnes qui sont parfois versées vers la spiritualité ou vers le haut ont parfois oublié de travailler cette vie aussi présente. Et comme tu le disais très justement, et bien sûr dans cette vie présente, qui est aussi inclus dans la matrice du thème, il y a des blessures, il y a des empreintes, il y a la vie intra-utérine aussi, qui est aussi très très importante. Donc pourquoi j'ai choisi cet outil, ou cet outil m'a choisi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire. C'est parce que en regardant un thème, on a tout de suite vraiment des informations et psychologiques
sur la personne, sur son comportement, des informations karmiques, des informations spirituelles. Donc c'est comme si on avait une lecture avec différents plans, et je vais rajouter un autre plan, c'est-à-dire le plan énergétique. C'est-à-dire que quand on a un thème littéralement et qu'on commence à parler, eh bien, il y a une énergie qui s'anime aussi. Donc bien évidemment, là, ce qu'on vit dans cette vie est très important. C'est pour ça que dans mon parcours, qui a été très transpersonnel au départ, comme je l'ai dit, ou par des expériences où j'ai travaillé sur moi au début avec des techniques de régression mémorielle, de remonter dans le passé, de retrouver des vies passées. À un moment donné, c'était très bien parce que ça m'a énormément libéré de beaucoup d'engrammes émotionnels, mais j'ai été obligé aussi d'aller regarder dans cette vie et d'utiliser des pratiques, une thérapie jungienne, une thérapie freudienne pendant de nombreuses années, et qui m'ont permis véritablement de m'enraciner aussi. Donc c'est très important que les deux côtés, la psychologie et la spiritualité, ou la spiritualité et la psychologie, s'unissent aujourd'hui pour qu'un travail thérapeutique soit vraiment le plus complet possible. J'entends bien tes propos. À quel moment, à quelle opportunité as-tu décidé d'être praticien parce que quand on fait des études de commerce international, on peut penser que quand tu arrives à avoir un poste à la sortie des études, un BTS, surtout à l'époque, waouh, c'est bien, donc on gagne bien sa vie. Quel est l'intérêt de quitter une sécurité, en tout cas, somme toute relative, mais bon, un CDI, avec tout ce qu'il y a qui encadre le CDI, où on se sent plus en sécurité, où on peut donc bien gagner sa vie, surtout après les études que tu as faites, pour se lancer à l'époque dans le fait d'être praticien. Il n'y en a pas beaucoup sur la place publique. Aujourd'hui, tout le monde est thérapeute plus ou moins, mais il y a de ça 25 ans, 30 ans, c'était pas le cas. Donc, d'où est venue cette saugrenue idée, pourrait-on dire, de te lancer dans cette pratique et d'ouvrir ton cabinet? Alors ça, cette question, quand j'y repense, je pense qu'à l'époque, j'avais pas la conscience, en fait, si tu veux. J'ai pas eu la conscience ou l'idée de faire. C'est-à-dire que c'est vraiment la vie qui m'a amené vers cette pratique qui fait qu'aujourd'hui, je suis thérapeute transpersonnel, astrologue, etc. Et ça me ramène dans des circonstances des années fin 90, puisque je me suis lancé en 92, si tu veux, ça fait quand même 27 ans aujourd'hui. Et alors, il y a eu T'avais quel âge à ce moment-là, alors ? En 1992, j'avais 28 ans. C'est jeune, oui. Oui. Mais j'avais déjà à peu près 10 années de consultation. Alors, je dirais qu'à l'époque, il s'est passé des événements vraiment qui m'ont... On va parler là justement de la destinée, du programme, et que les choses ne sont pas là par hasard, puisque en fait plusieurs événements se sont cumulés. Et bien, ayant un poste important, attaché de direction, j'ai été licencié. Voilà, tout d'un coup. Alors je me suis retrouvé sans travail, et puis donc déjà ça a été un premier choc. Ensuite, j'ai eu le décès de mon père. Ah ouais. À peu près dans la même année, c'est-à-dire en 1990. Donc là aussi, à 25 ans, on perd son père, donc on perd certains repères, et puis on devient, quand on perd un parent, voire quand on perd les deux, c'est là où on dit d'un point de vue intérieur qu'on commence à être vraiment adulte. Parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Et puis le lors de la mort de mon père, il s'est passé des événements très très particuliers, des apparitions, enfin des choses que je pourrais détailler le cas échéant. Mais donc, cette rupture, licenciée d'un seul coup, perte d'un parent, donc je me suis dit, bon voilà, parce que mon père, lui, il voulait que je réussisse dans quelque chose d'institutionnel, dans quelque chose, soit que je sois quelqu'un qui aurait pu réussir dans la banque. Donc pour lui, il avait une fierté
de ce que je pouvais représenter avec le costume, avec les voyages en avion, c'était voilà. Ouais. Et donc il n'aurait peut-être pas accueilli ou accepté complètement le fait que j'embrasse cette carrière-là. Et donc c'est passé après, tu vois, après tout ça, 90, ouais. le décès, la perte 92. Ouais. Et donc là, quand j'en parle, je ressens une émotion parce qu'effectivement, pour moi, c'était pas facile émotionnellement de chercher du travail pendant 2 ans et surtout de ne pas trouver. Et comme dans tu ta dis, branche, dans le oui, parce qu'à l'époque, en fait, tu disais que dans ces années, oui, c'était florissant, mais c'était vrai, il y avait des postes. Mais pendant 2 ans, et donc ne trouvant pas, je continuais avec persévérance. Et un jour, j'ai dit, bah tiens, je vais essayer de comprendre pourquoi je ne trouve pas. Et je décide de consulter une voyante médium par téléphone, comme ça pouvait se faire, ça se fait encore d'ailleurs. Et donc, cette femme me dit, écoutez, vous avez 2 voies qui se présentent à vous de comprendre quelle est celle que vous devez suivre, parce que l'autre, elle est complètement fermée. Quoi que vous fassiez, ça ne va pas s'ouvrir. Et donc voilà. Et du coup, je crois que cette personne, dont j'ai plus le nom en tête, m'a donné une clé à l'époque. Et à partir de là, j'ai commencé à m'orienter. Donc ça s'est fait, je dirais, dans une forme de non-conscience, c'est-à-dire d'être vraiment guidé par quelque chose d'autre que la raison, que le mental, parce que d'un point de vue logique, effectivement, j'avais un bon travail, une reconnaissance, mais quelque part, c'était pas ma voie. Puisqu'après, par la suite, j'ai commencé à travailler dans les années 90 pour des salons, en faisant des consultations. Donc c'est là que le divinatoire, consultation à domicile, salon, travail sur Internet, à l'époque également du Minitel, où on consultait, tu vois, notre ancêtre Minitel. Et donc ça a été vraiment les premières consultations, l'astrologie, et donc le début d'une aventure où, voilà, à un moment donné, je suis passé un peu plus vers quelque chose d'officiel. Il fallait quand même Alors, tu dis que ça s'est fait malgré toi, parce qu'à l'époque, encore une fois, il n'y avait pas l'aura pour les sciences humaines, ou aller voir un psy, à l'époque, c'était mal considéré, c'est qu'on était fous. Aller voir quelqu'un qui faisait soit de la numérologie, de l'astrologie, même la graphologie. Les entreprises faisaient appel aux graphologues, mais surtout, il ne fallait pas que ça se sache auprès des salariés. Enfin, toutes ces choses-là étaient sous le manteau, si je puis dire. C'était pas quelque chose qui est, comme aujourd'hui, répandu sur la toile, avec Internet. On en parlait, mais uniquement dans un cadre intime, même auprès de la famille ou des amis. C'était pas quelque chose que l'on disait. On disait pas, tiens, je suis allé voir un astrologue, tu sais, il m'a dit ci ou ça. Voilà, il fallait quand même, je ne sais pas si on parle de courage ou d'inconscience, puisque tu disais que tu n'as pas décidé, ça s'est fait, quelque part, ça a été poussé. Mais je trouve ça remarquable. Maintenant, une question qui me vient quand on parle de ce dont tu parles, quand tu décris la chose, et notamment par rapport à l'astrologie, au sens large, la part de... Tu parles de destinée, tu as utilisé le mot à plusieurs reprises de destinée. Entre la destinée et le libre arbitre dans cette histoire, finalement, dans quelle mesure est-ce qu'aller voir un astrologue, ce dernier va nous parler de ses autres vies, va nous parler tu parles de prédictionnel, en tout cas de voir peut-être des tendances, alors j'en sais rien. Est-ce que tout est écrit ? Est-ce qu'on a une part de libre arbitre ? Comment tu perçois la chose ? Pour toi, comment résonne l'astrologue ? Alors ça a été un thème sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, et on va dire que c'est surtout la pratique qui m'a aidé à voir clair. Alors la pratique en sidéral, parce qu'évidemment, si on regarde ces 2 courants, peut-être qu'on expliquera tout à l'heure, l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale, c'est pas la même chose. Si on regarde dans le tropical classique, on va penser qu'il y a un grand libre arbitre. Si on regarde dans le sidéral,
Et ça a été vraiment un grand dilemme à un moment donné. On va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, du point de vue de la destinée, qui sont codifiées en tant qu'événement. Donc ça, au départ, c'était pas quelque chose d'évident pour moi. Mais quand j'ai commencé à le voir sur mes thèmes, notamment au niveau de l'astrologie lunaire, qui est une astrologie mensuelle, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont inscrites. Par contre, pour moi, mais ça n'engage que moi et mon expérience, la part de libre arbitre, elle réside énormément dans la façon dont on va comprendre ce qu'on a à transformer en soi. Si on le comprend, si on en a conscience ou pas conscience. Comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, on peut rester coincé dans des modes de fonctionnement, et c'est ces modes de fonctionnement qui vont devoir être changés, être déprogrammés. Donc en ce sens, pour moi, dans les événements, il y a une grande part de codification, puisque ça vient de ce qu'on a été, de ce qu'on répète, de ce qu'on a à comprendre, plus de ce qu'on a à apprendre. Donc on peut choisir des vies très différentes selon ce qu'on a à apprendre et à développer, et selon ce avec quoi on vient. Mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la prise de conscience de nos schémas répétitifs. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on a à changer? Alors parfois on ne le comprend pas, parfois c'est très difficile à changer, parfois c'est plus facile. Donc là l'astrologie nous éclaire. Si on a des oppositions entre planètes, c'est-à-dire 180 degrés d'aspect entre deux planètes, c'est plus difficile de travailler une opposition que de travailler un carré par exemple. Mais on peut y arriver. Donc le libre arbitre, il réside dans la capacité à comprendre ces différents blocages, et surtout dans la capacité d'acceptation. Parce que bien évidemment, il y a des choses qu'on ne va pas accepter. Et si on est tout le temps en révolte contre nous-mêmes, en révolte contre ce qui se passe, eh bien on va toujours être en souffrance. Parce que tout ça, pour moi, est vraiment particulièrement très 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 juste. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais l'astrologie n'est qu'une psychologie, et donc on fait un peu ce qu'on veut. Donc ça, j'ai un peu beaucoup nuancé ma vision avec le temps. Et comme beaucoup de grands maîtres, par exemple, je pensais à Ivanov, ou même des maîtres soufis, ou même chez les chamans, parce que j'ai travaillé avec une chamane bolivienne, ou d'autres encore, des anthroposophes, on va considérer que le karma est quelque chose de très très dense. Donc ça peut déranger comme propos, mais en même temps, à partir de là, ça met en face de l'idée qu'est-ce qu'on a à travailler. Par exemple, je pense à une personne, un patient avec qui je travaille vraiment, et qui, lui, est vraiment une personne qui voulait réussir, c'est-à-dire être connu, avoir la célébrité, avoir de l'argent. D'ailleurs, à un moment donné, il a même travaillé à Monaco, enfin, il a eu des postes extrêmement brillants. Et donc, à un moment donné, il s'est auto-saboté, et il a complètement coupé avec tout ça. Il s'est retrouvé sans rien. Il s'est retrouvé avec une dette colossale. Il s'est retrouvé chez ses parents, à l'âge de 43 ans, sans rien, avec une grande colère. Et donc, il vient en fait au départ parce qu'il pense que je vais lui dire oui, vous allez réussir, oui, vous allez, etc. Et quand je fais son thème de vie, eh bien ce thème de vie, il nous indique plus précisément pour lui qui vient pour se libérer, qui vient pour libérer des choses inhérentes à sa famille, à sa colère, à un côté illusoire, d'illusion qu'il peut avoir aussi. Et donc, au départ, il n'était pas du tout content que je lui dise ça, quoi. Et au fur et à mesure du travail, il commence à comprendre que s'il est vraiment venu pour libérer son âme d'abord, c'est ça qui va prévaloir, pour libérer l'âme, pour alléger, pour se pacifier, et pour pacifier les liens avec sa famille qui sont extrêmement mauvais, extrêmement exécrables, terribles. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui a été exilé de son pays, très jeune, un pays en guerre. Donc, en lui redisant ça, parfois, on va dire que c'est pas parfois, c'est souvent, je dis ce qu'il y a à dire. C'est-à-dire, je ne suis pas
comme on pourrait l'être dans la complaisance, ou pour arrondir. Si j'ai quelque chose à dire, parce que s'il y a quelque chose de sacré, il faut savoir qu'il y a quelque chose de sacré dans l'astrologie. C'est pour ça qu'on demande toujours l'autorisation avant. Alors dans l'Inde, on demande à Shiva, qui est le dieu astrologique, et donc c'est très important cette dimension, ce respect du sacré. On ne rentre pas comme ça dans un thème, on demande l'autorisation. Et à partir de là, l'important, c'est d'être honnête, donc honnête avec soi-même, et de donner vraiment à la personne des clés pour qu'elle s'en sorte. Si je lui avais dit oui, etc., vous allez avoir ceci et cela, je serais resté complaisant. Et aujourd'hui, il commence à comprendre tout ça, il commence à intégrer tout ça. Voilà, donc on peut venir pour quelque chose, et c'est là où c'est le sens de l'astrologie, un programme particulier, et penser que c'est autre chose. Notamment la société va nous obliger à être ce qu'on n'est pas. À être peut-être un commercial, si... Ah oui, il y a les bonnes boîtes et les mauvaises boîtes. Il y a ceux qui ne sont rien, et voilà. Ceux qui ont réussi leur vie. Ouais. Et puis il faut sortir de la boîte, surtout. Il y a un ouvrage qui s'appelle « Sortir de la boîte ». Donc sortir de la boîte du conditionnement qu'on voit à l'extérieur, mais comprendre profondément, pour moi le sens mystique, le sens spirituel, c'est qu'est-ce qu'une personne vient faire, qu'est-ce qu'elle a à comprendre, et après, ce qui est plus compliqué, mais c'est de dire, ben voilà, vous avez fait ceci, cela, mais quels sont les outils que vous pouvez utiliser? Et ça aussi, l'astrologie thérapeutique, moi j'ai créé l'astrologie thérapeutique, nous permet de répondre à ça. Donc c'est quelque chose vraiment en lien, c'est l'astrologie spirituelle, l'astrologie de l'âme, qui nous relie à notre être profond. Et c'est seul l'être profond qui sait vraiment ce qu'il est venu faire, et non pas notre personnalité. Alors, avant d'aborder sur la sphère, on va dire, transpersonnelle et la psychothérapie ou la psychologie, ce qui m'intéresserait, c'est pour les internautes de rentrer de plein pied entre cette fameuse distinction à faire, l'astrologie tropicale, celle que l'on trouve dans tous les magazines, Monsieur et Madame Tout le Monde. Voilà, aujourd'hui, quand on dit « Ah, t'es quoi, toi, c'est quoi ton signe ?» Tout le monde parle en fait de l'astrologie dite tropicale. Donc, tu es astrologue sidéral, après, comme tu l'as précisé, avoir fait et étudié l'astrologie tropicale pendant de nombreuses années. Alors, quelle est la différence entre l'astrologie tropicale et sidérale, et pourquoi, alors tu l'as mentionné vaguement tout à l'heure, mais pourquoi la sidérale t'a à ce point-là touché? Tu parles d'astrologie des anciens, mais concrètement, est-ce que tu as trouvé sur la carte du ciel, quand tu mets toutes les planètes autour de ce cercle qu'on voit, qui représente la carte du ciel, en quoi est-ce que ça t'a permis de penser que c'était plus valable, entre guillemets, que l'astrologie tropicale? Alors déjà, c'est important de faire un peu d'histoire, parce que la majorité des gens n'ont pas ces notions historiques. Donc l'astrologie, au départ, on en trouve des traces en Inde, c'est ce qu'on appelle le Jyotish. Jyotish, c'est la science de la lumière. Donc déjà, l'astrologie dans les Védas, ça s'appelle la science de la lumière. Donc tu vois déjà le mot important, et c'est pour apporter la lumière. Donc dans les Védas, vers 4000 ans avant Jésus-Christ, on a des textes. Et puis surtout, notre astrologie occidentale, elle vient d'abord de la Mésopotamie, c'est-à-dire de Sumer, où à l'époque, les astrologues étaient aussi des astronomes, donc il n'y avait pas de différence. C'est important de préciser, entre l'astrologie et l'astronomie, les deux sciences étaient reliées. Et donc dans ce qu'on appelle des théocraties, à l'époque, on avait des prêtres, notamment à Babylone, où on peut voir sur certaines gravures, avec les ziggourats, ce sont des tours à étages, et donc sur chaque étage, on montait 7 étages pour voir le septénaire, les 7 planètes. Et donc ces astronomes, qui étaient des prêtres astronomes, astrologues, à l'époque, on a retrouvé certains zodiaques. Donc il y a un zodiaque notamment qui date de 410, le zodiaque de Nippur, 410 avant Jésus-Christ, qui est un zodiaque calculé selon les constellations. Parce qu'au départ, dans l'historique, c'est important de parler de constellations. Que sont les constellations? Des groupements d'étoiles qu'on a reliés entre elles, ce qui donne différents dessins.
Et donc à l'époque, on utilisait les constellations. Et donc, tout était calqué sur la course apparente du Soleil dans ces 12 constellations. Donc toute la richesse de l'astrologie a été amenée ensuite de la Mésopotamie en Grèce par un prêtre astronome astrologue qui s'appelait Béros, qui au IIe siècle avant Jésus-Christ est venu sur l'île de Kos, qui est une des îles grecques, et a commencé à enseigner cette astrologie mésopotamienne. Donc là, on était toujours dans un système qu'on va dire de constellation sidérale. Sidérale, ça veut dire en lien avec le ciel, avec les étoiles. Et à un moment donné, on va dire qu'il y a eu une perte de cette compréhension sidéraliste, parce que le sidéral est en relation avec aussi ce qu'on va parler de la précession des équinoxes. Donc c'est une lecture très scientifique, on va dire, le sidéral. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le grand compilateur de l'astrologie occidentale a été Ptolémée. Claudius Ptolémaeus d'Alexandrie, c'était un géographe, un astronome, un mathématicien, un astrologue aussi, qui a compilé toutes les données dans la Tétrabible, notamment, et la Tétrabible et l'Almageste, qui sont deux ouvrages fondamentaux. Et lui, à l'époque, qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'est au IIe siècle après Jésus-Christ, donc aux alentours de 140. Eh bien, à l'époque, il a fait cette lecture en relation avec les constellations de l'époque. Et donc, les constellations de l'époque donnaient au 21 mars le Soleil, 20-21 mars, c'est-à-dire le point vernal, l'entrée dans le printemps, donnait au début de la constellation du Bélier. Donc à l'époque, il n'y avait pas de signe. Tu vois, ce point vernal qui est très important, le moment où on arrive au printemps. Et malheureusement, il le savait, mais il n'en a pas tellement tenu compte. Il n'a pas tenu compte du phénomène qu'on appelle la précession des équinoxes, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène scientifique. Alors, je rentre un peu dans le détail, mais la Terre tourne autour d'elle-même, d'accord ? La Terre tourne autour du Soleil, mais elle a sur elle-même un axe de rotation sur elle-même qui fait que, eh bien, ce point vernal, se décale. C'est-à-dire qu'à l'époque de Ptolémée, on était à 0 degré constellation, et aujourd'hui, on est toujours sur ce point 0 degré Bélier qu'on considère comme un signe. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2000 ans? C'est-à-dire ce point vernal rétrograde, donc va en arrière, donc il passe de 30 degrés, il remonte. Un signe, pour expliquer un petit peu, c'est 30 degrés. Donc la planète, le Soleil, rétrograde de 0,50 secondes d'arc, ça fait 1 degré tous les 72 ans, mais 25 degrés en 2000 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je me réfère au zodiaque dit tropical, on est toujours comme Ptolémée, c'est-à-dire que du 20 mars, 21 avril, eh bien on est Soleil, Bélier. Mais en réalité, astronomiquement, selon les positions de la NASA, eh bien le Soleil, il est actuellement à 4,57 degrés 57 minutes des Poissons, c'est-à-dire on a rétrogradé de 25 degrés. En arrière, donc c'est vrai qu'avant le signe des Béliers, c'est les Poissons. Voilà. Et après, c'est les Verseaux. C'est ça. Il y a une rétrogradation. Voilà. Et donc, bientôt, là, on est à cheval, si tu veux, entre l'ère des Poissons et l'ère du Verseau. Alors, en réalité, le début de l'ère du Verseau, on est entre deux ères, parce qu'on est sur la fin des Poissons, début des Poissons, et puis on va rentrer dans le Verseau. Donc, il y a encore, c'est 2377, l'entrée précise. Alors, on commence à entrer, on sent les vibrations de l'ère du Verseau. Et donc, pour expliquer qu'en astrologie, je dirais, des ères, on utilise la précession, puisqu'on se rappelle, il y avait eu d'abord l'ère du Taureau, donc c'était l'ère du culte de Mitra, d'Apis, le Taureau. Puis après, on a eu l'ère du Bélier. Et qu'est-ce qu'on avait dans l'ère du Bélier? On avait l'Empire romain, on avait Alexandre le Grand,
l'ère des conquêtes. Après, on a eu, et on est encore un petit peu dans l'ère des poissons, on y est dedans, spiritualité ou guerre de religion. Avec le symbole des poissons, c'est quand même Jésus. Hein. Le symbole chrétien. Et là, donc, on est dans les prémices, je dis bien dans les prémices de l'ère du Verseau. Donc, Aquarius, la constellation Aquarius. Donc, si on utilise pour les airs, pourquoi n'utiliserions-nous pas l'astrologie de manière individuelle? Pourquoi cette dissociation? Donc, ça crée une interprétation relativement différente, que ça décale, toutes les planètes sont décalées. Alors, juste pour une parenthèse, voilà. ce que tu es en train de nous dire, puisque tu nous parles de, finalement, si on doit se fier non pas tant aux signes, mais réellement aux constellations, donc on prend 25 degrés en arrière. Donc quand on fait premier décan, deuxième décan, troisième décan, c'est très intéressant, parce que tu nous dis, chaque signe est composé de 30 degrés. Chaque constellation, on peut dire aussi chaque... Oui, 30, aussi, oui. Exactement, 30 degrés. Donc, 3 décans, donc 10 degrés par décan. Donc, ça veut dire que ceux qui sont nés premier décan et deuxième décan, aujourd'hui, doivent faire 25 degrés en arrière, et ils sont tous, premier et deuxième, dans le signe précédent. Pour toute leur planète, c'est comme ça, parce que tout est décalé, voilà. Et par contre, celui qui est en dernier décan, les 5 derniers degrés de la constellation, du signe, celui-ci se retrouve être au premier décan au final. Donc, voilà, par exemple, quelqu'un qui est sur la fin du bélier va se trouver au début. Donc, bien sûr, c'est important de le préciser, mais effectivement, il n'y a pas que le soleil qui change. Donc, il faut tenir compte de l'ensemble, et l'astrologie, ce sont beaucoup de données, le soleil, la lune, l'ascendant, les dominants, parce qu'on utilise aussi des techniques, je dirais, qui appartiennent aux anciens. Et donc, c'est vraiment ce mode de lecture que j'ai choisi, parce que pour moi, il est plus logique que le zodiaque tropical. Par exemple, le zodiaque tropical, saisonnier, on va nous parler de l'hémisphère nord. On va nous dire, tiens, au printemps, eh bien, il y a l'élan printanier du bélier. Ce bélier jaillissant, direct, jeune, primaire. Mais si je regarde dans l'hémisphère sud, on ne rentre pas dans le printemps, on rentre dans l'automne, on rentre dans le froid. Et à ce moment-là, l'élan printanier du bélier, ça ne fonctionne pas. Bon. Ça ne fonctionne plus. Si je regarde les deux sciences, l'astronomie et l'astrologie, eh bien, le fait qu'elles soient ensemble, on retrouve la vraie connaissance des anciens, et à ce moment-là, la partie scientifique rejoint la partie spirituelle. Donc il y a aussi une logique. Mais quand on va rentrer dans des aspects plus prévisionnels, c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que quand on va faire une révolution solaire de l'année, à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir. Donc pourquoi j'ai choisi? Parce que j'ai vu qu'il y avait tellement d'évidence, tellement de choses qui ont été vérifiables, qu'aujourd'hui, tout en respectant, bien entendu, parce que j'étais aussi un astrologue tropicaliste, j'ai choisi cette voie, j'ai choisi le sidéral, qui pour moi correspond à qui je suis, et aussi aux personnes qui viennent me voir, y compris des astrologues qui parfois s'interrogent et puis se questionnent, comme j'ai reçu une astrologue il n'y a pas longtemps, qui voulait en savoir plus, parce que le portrait que je lui avais dressé était évidemment complètement différent. Alors, tu vas nous donner, pour les internautes, 3 exemples qui vont certainement leur parler, justement pour voir à quel point c'est pertinent, cette astrologie sidérale. Alors le premier que tu as choisi de mettre en perspective, c'est le roi Soleil, Louis XIV. Exactement, le roi Soleil, qui est né en septembre 1638. Alors qu'est-ce qui est particulier? Pourquoi c'est un exemple type? C'est-à-dire que dans l'astrologie classique, c'est un soleil en Vierge. Donc la Vierge, c'est un signe d'une constellation très réservée, très timide, très intériorisée. Signe de terre. Signe de terre. Avec ce côté vraiment très, très, très en retrait. On va parler du retrait de la Vierge. On va parler aussi, c'est un signe qui ne se met pas en avant. Souvent, la Vierge, on va
prendre des personnes qui sont très bons comme seconde personne, comme aide. Et donc si on décale en sidéral, si on fait son thème avec la précession des équinoxes, le soleil va retrouver son domicile, c'est-à-dire le lion. Donc le roi soleil. Et partout on voit les emblèmes du roi soleil. Ah oui. À Versailles, ce soleil qu'on voit beaucoup. Un signe de feu, pour le coup, le lion, signe de feu. Alors, là, signe de feu, mais surtout, le soleil en lion, c'est moi, je. c'est clair. L'État, c'est moi. L'État, c'est moi. incarné bien Louis XIV. Voilà. Et puis, le côté d'autorité, le côté de rayonnement, correspond à un soleil au milieu du ciel qu'on voit. Aussi parce que le soleil est aussi proche du milieu du ciel en lion. Donc ça change complètement l'interprétation, et surtout par rapport à l'autorité, parce qu'un soleil en lion peut être vraiment très très autoritaire, très axé sur le rayonnement, et puis sur toute la dimension, on va dire, créative, la dimension de la beauté, parce que le lion, il aime tout ce qui est beau, et il aime l'or aussi. Hein, donc ça nous fait penser à Versailles, et puis d'autres châteaux aussi. C'est l'or aussi. Et le soleil, c'est aussi l'or comme métal. Donc tu vois, tu as le lion. Donc là, c'est un des exemples qui peut nous faire réfléchir, en tout cas. Le deuxième exemple, avec Adolf Hitler. Voilà. Un autre personnage où lui... Astrologie tropicale. Il a le soleil en taureau, beaucoup de planètes en taureau, et donc là aussi c'est un signe de retrait, c'est un signe qui ne se montre pas trop, et donc on ne va pas y trouver ce qu'on trouve en décalé, c'est-à-dire le soleil en bélier, mais le soleil, mais aussi Mercure, mais aussi Vénus. Et donc quand on sait que le bélier, ça peut être le militaire, donc il a été militaire pendant la Première Guerre mondiale. Encore une fois, signe de feu. Celui qui commande, c'est le commandeur, qui fonce en signe de feu. C'est aussi Mercure en bélier, donc Mercure en taureau, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas trop dans la communication, tu vois, qui est plus posé, voire qui est dans la gorge, donc qui reste plus posé. Mais un Mercure en bélier, c'est quelque chose de beaucoup plus direct, de beaucoup plus sec. Et puis quand on va voir certains discours, et tout ça dans la maison 7, c'est-à-dire dans le secteur vis-à-vis des autres. Donc ce côté autoritaire, ce côté direct, ce côté puissant et ce côté militaire. Donc là aussi, une autre indication qui peut amener à réfléchir sur le calcul. Et enfin, le dernier exemple que tu as choisi de mettre en perspective, c'est Gérard Depardieu. Voilà, alors Gérard Depardieu, lui, il est très intéressant parce qu'en astrologie classique, il est Capricorne. Signe de terre. Signe de terre, mais surtout, le Capricorne peut être froid. C'est Saturne, hein. Saturne peut être froid, peut être distant. C'est celui qui fait souvent le Capricorne, c'est le mathématicien, le chercheur. Quelqu'un là aussi qui est à distance avec Saturne. Or, quand on décale, eh bien, on va avoir la surprise de retrouver le Soleil en Sagittarius, Sagittaire-Sagittarius, avec Jupiter. Et donc, on sait maintenant dans l'actualité, un petit peu, on parle du président jupitérien. Avec Macron, ouais. Et donc, qu'est-ce que le Sagittaire ? Eh bien, l'inverse du Capricorne, c'est-à-dire, c'est le citoyen du monde, c'est celui qui est ouvert. Alors, avec Jupiter, il a un Jupiter très fort, qui est en combustion avec le Soleil, ce qui donne des excès. C'est un homme d'excès, aussi bien dans la nourriture, que dans ses amours, que dans sa façon de parler. Et donc, c'est vraiment quelque chose de niveau jupitérien. Et là, voilà encore un exemple, je dirais, d'astrologie de différence. Tu as eu l'occasion de le faire pour Emmanuel Macron ? Alors, je l'ai fait, oui. Il faudrait que je le retravaille d'ailleurs, mais effectivement, il y a en tout cas, il a Saturne en Lion, donc Saturne en Lion, c'est un côté autoritaire, très autoritaire, mais surtout, il a une intelligence, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, parce qu'il a Mercure, qui est l'intelligence, en conjonction avec son Soleil. Donc c'est des gens qui sont, très brillants, et très nerveux aussi. Très nerveux. Donc on retrouve quelques éléments de notre président. D'accord.
Alors, donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'astrologie sidérale, hein, et finalement de s'en référer au ciel, à l'emplacement réel, en prenant en compte la précession des équinoxes, des constellations, et non pas en tant que de signes. C'est pour ça que tu m'as repris tout à l'heure signes, constellations. C'était pour vraiment, j'avais utilisé le terme signe pour vraiment que les gens entendent bien que le signe en fait est la constellation vue par le sidéral. Donc, voilà, mais d'ailleurs, juste un petit élément, les signes et les constellations ont des noms différents. C'est-à-dire que pour reconnaître les constellations ou ceux qui parlent en sidéral, ils vont parler en latin. C'est-à-dire que le bélier, c'est Arès, le taureau, c'est Taurus, le gémeaux, c'est Géminis. C'est-à-dire que voilà la différence. D'accord, c'est pour se référer. Pour se référer à... venons à parler, s'il te plaît, du psychopraticien que tu es, parce que maintenant on n'a plus le droit depuis quelques années de dire psychothérapie. Transpersonnel, là aussi, tu t'es formé. J'aimerais savoir en quoi il a été intéressant pour toi de te former. Tu as suivi des thérapies, tu l'as dit tout à l'heure, pour toi, pour apprendre à te connaître, pour comprendre qui tu étais, de ce qui t'animait, tes différents schémas, etc. En tant qu'astrologue, il y a beaucoup d'astrologues qui ne font pas ou qui désirent ne pas suivre de formation pour accompagner les gens d'un point de vue psychopraticienne, si je puis dire. Donc pourquoi, chez toi, tu as décidé de te former, et puis qu'est-ce que ça veut dire ce transpersonnel? Tu l'as dit tout à l'heure, personnel, mais trans, tu ne l'as pas mentionné. Transpersonnel, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le transpersonnel, ça veut dire qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une partie qui correspond à la personne, c'est-à-dire à son histoire. Ce qui est transpersonnel, c'est-à-dire qu'on va rajouter que dans la thérapie ou dans l'approche, on va tenir compte de ce qui est au-delà de la personne. C'est-à-dire qu'en gros, on peut parler de personnalité et d'individualité. Quand on parle de la personnalité, c'est qui on est, notre structure, notre façon de penser, en quelque sorte notre ego. Et dans le transpersonnel, on va considérer que en nous-mêmes, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, on peut parler de cette lumière, le Jyotish, on peut parler dans l'évangile selon saint Jean, où on dit qu'en chaque être réside une lumière. Et donc on va considérer que la personne qui vient, il y a la personne et puis il y a au-delà. C'est-à-dire il y a cette lumière qui l'habite, cette âme qui l'habite. Et donc on va considérer tout ce qui permet aussi de tenir compte du cheminement de l'âme, à qui on s'adresse. C'est vraiment une vision holistique. On s'adresse à quelque chose de plus vaste. Et d'ailleurs, l'étymologie du terme thérapeute, thérapeutès en grec, c'est celui qui prend soin. Mais celui qui prend soin, c'est pas seulement celui qui va prendre soin de la personne et de ses souffrances, mais c'est celui qui va prendre soin aussi de l'être profond et de le prendre en considération. Donc, l'amélioration, le mieux-être, voire la transformation de la personne vient du fait qu'on travaille sur la partie blessée, on va appeler l'ego blessé, mais on travaille aussi sur l'accueil de quelque chose qui est beaucoup plus grand que la personne. Et donc le transpersonnel, ça inclut bien évidemment l'ouverture sur les corps d'énergie, les états modifiés de conscience, la reliance au cosmos, au transgénérationnel, au karmique, aux perceptions extrasensorielles, la voyance, le channeling. En fait, ça inclut tout ce qui va rentrer, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la thérapie, ce qui va donner des outils, ce qui va donner une pratique beaucoup plus élargie. Mais attention, c'est pas pour autant qu'on va monter vers le haut, parce que le but vraiment de la thérapie transpersonnelle, c'est d'intégrer cette spiritualité dans le concret. Et donc il y a une dimension terre, tu as parlé de la terre tout à l'heure, la terre, l'incarné, la présence. Et pour beaucoup de gens qui sont justement dans cette ouverture spirituelle, dans l'ouverture, c'est difficile d'être ici.
Moi, j'ai rencontré des personnes souvent qui ont des expériences extrêmement mystiques, des expériences d'éveil, et qui étaient dans une souffrance d'incarnation. J'en ai rencontré une là, récemment, une souffrance, une difficulté d'incarnation. Donc il faut réapprendre à être là. Donc dans le transpersonnel, c'est vraiment cette alliance. Alors pourquoi avoir choisi de faire une formation pour te former à cette, j'allais dire psychothérapie, mais on ne l'appelle plus comme ça, donc j'ai beaucoup de mal à exprimer le nom. Oui. Bon, tu peux dire psychothérapie. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des termes. Maintenant, on sait que psychothérapie, c'est un terme qui est vraiment réservé, qui a été réservé pour les médecins. Bref, c'est psychologie, va-t-on dire. Voilà, on peut parler de psychologie transpersonnelle. Alors, pourquoi j'ai choisi de te former à ça. Donc là aussi, je pourrais dire, est-ce que c'est moi qui ai choisi ou est-ce que c'est la thérapie qui m'a choisi? Parce qu'au départ, avant d'être un thérapeute, je dirais, j'ai beaucoup travaillé. À chaque fois, j'ai travaillé sur moi, que ce soit dans les régressions mémorielles. J'ai fait plusieurs formations, j'ai travaillé pendant longtemps. Ce que j'ai aimé, moi, dans cet enseignement que j'ai reçu, parce que j'ai fait une école transpersonnelle, qui m'a apporté énormément. Combien de temps ça dure? C'est une école qui dure 4-5 ans, puis il y a un mémoire qu'on remet à la fin. Ouais, d'accord. Et puis c'est pas une reconnaissance, mais on va dire qu'on a... on peut appartenir à un mouvement, par exemple la Fédération française de psychothérapie, ce qui donne une certaine légitimité, parce qu'il y a un nombre d'heures de formation, 600 heures, il y a l'obligation de faire un travail approfondi sur soi. Ce n'est pas toujours le cas pour des thérapeutes. On peut être thérapeute sans avoir fait de travail. Il y a tout un enseignement justement en termes de compagnonnage, c'est-à-dire qu'on va voir des thérapeutes spécialisés dans leur domaine. Certains sont spécialisés dans le rêve, d'autres sont spécialisés dans la psychanalyse, d'autres sont spécialisés dans les états modifiés de conscience. Donc on va comme l'apprenti va chez le compagnon pour apprendre. Et puis, avec des personnes évidemment très 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 intéressantes. Mais c'est surtout l'alliance des deux. C'est-à-dire qu'au début, j'étais très transpersonnel. Ensuite, j'ai travaillé vraiment sur cette vie. J'ai fait aussi un professorat de yoga. Oui, tu l'as enseigné. J'ai enseigné le yoga aussi. Et tout ça, vraiment, le maître mot qui me vient là, pour moi, c'est l'incarner. C'est-à-dire que tout ça, ça n'a valeur que si on est là et si on incarne cette spiritualité pour en faire quelque chose. Parce qu'au fond, le but de l'incarnation, c'est qu'on puisse chacun d'entre nous, là où on est, transmettre cette lumière d'une manière concrète à nous-mêmes, à notre entourage, à la société, au monde. Et donc pour transmettre cette lumière, elle est aussi dans un corps. Et dans la dimension transpersonnelle, il y a tout un travail aussi sur le corps. Donc j'ai trouvé que dans cette thérapie, on travaillait vraiment tous les aspects de l'être. Et c'est pour ça que je trouve ça passionnant. Et puis le deuxième élément, c'est que c'est aussi une thérapie intégrative. Alors intégrative, ça veut dire que selon la personne, selon sa demande, on va adapter un protocole et des outils différents. Et donc c'est pour ça qu'avec l'astrologie, on peut voir qui est la personne, ce qu'elle est venue faire, et sa capacité à travailler sur elle. Avec le transpersonnel, on va pouvoir regarder comment on travaille, pour que la personne puisse vraiment avancer le mieux possible, et ne pas perdre de temps. Ne pas perdre de temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a une richesse de praticiens, de techniques, il y a vraiment une floraison, ça tu peux aussi en témoigner. Ah oui, je confirme. Par rapport à tous les gens que tu peux recevoir. Mais souvent, il arrive que des gens, entre guillemets, pataugent, parce que la problématique, c'est qu'ils n'ont pas été au fond de certaines choses. Ils ont fait certaines thérapies qui les ont aidés, et puis à un moment donné, ils n'ont pas été voir certains endroits ou avec certaines techniques. Donc le fait d'avoir cette ouverture globale, ça permet de dire à la personne, oui, peut-être vous avez travaillé ça et ça, mais est-ce que vous avez travaillé corporellement? Est-ce que vous avez travaillé sur les engrammes
énergétique. Justement, tu parles de corporel, je me permets de te couper à ce moment-là, parce que ça soit l'astrologie sidérale associée au tarot, ou astrologie karmique, ou la psychopraticien transpersonnel, comme tu viens de le dire, même si tu as eu l'occasion de pratiquer le yoga, de l'enseigner, et tu parles du corps. Or, c'est très intéressant, tu fais de la lecture des corps d'énergie, des corps énergétiques, c'est une chose, mais tu n'as pas mentionné encore pour l'instant le corps physique. Donc où intervient, je dirais, le travail que tu proposes et l'accompagnement que tu proposes, et que faire avec le corps? Alors là encore, au départ, j'ai créé spécialement certains bilans pour les personnes qui le veulent. C'est-à-dire pour les personnes qui commencent un travail, on fait le thème, on fait, ça c'est plus, je parle plus en tant que médium énergéticien, la lecture des corps d'énergie. C'est-à-dire que nous sommes un corps physique, bien sûr, mais nous sommes aussi une enveloppe de corps. Et donc le fait de regarder énergétiquement ce qui se passe dans le corps éthérique et dans le corps astral, donc le corps éthérique c'est l'énergie, mais aussi c'est la mémoire de cette vie. Le corps astral, la mémoire des vies passées. Et puis on a le corps physique aussi. Donc à partir de ces différents bilans, ensemble avec la personne, parce que c'est toujours un tandem, c'est toujours quelque chose qu'on fait ensemble, je vais proposer un protocole. Alors, il arrive que parfois des gens ont beaucoup travaillé le plan de l'inconscient, ou même le plan énergétique. Mais parfois on va remarquer que dans leur corps physique, s'inscrivent dans ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, l'engramme, des engrammes de vie. Et le corps, c'est la première partie visible. Donc ça devrait être la première partie sur laquelle on travaille. Et donc, eh bien, quand on travaille dans le corps, on fait d'abord ce que j'appelle la lecture du corps, pour regarder au niveau du corps, là où les choses peuvent être bloquées. Et si nécessaire, à ce moment-là, j'interviens directement sur le corps physique, par rapport à ce que je peux ressentir, pour à un moment donné libérer aussi des choses, parce qu'on peut les libérer énergétiquement, mais parfois et souvent dans le corps restent engrammées des choses. C'est pour ça que parfois on est obligé d'appuyer ou de travailler, et comme je travaille beaucoup avec le ressenti, je vais avoir la particularité de ressentir quand les choses se libèrent ou pas. Donc je suis capable... Ça, c'est mon côté vraiment, je dirais, de celui qui ressent, qui perçoit, de savoir si quelque chose a été libéré ou pas. Alors, donc, très important, c'est fondamental ce que tu viens de dire. C'est clair. Comment le libérer quand tu parles d'acupression, pourrait-on dire, ou de... parce que là, pour le coup, ton intuition et ton ressenti est le maître mot, c'est ton métronome, je dirais. Comment ça se pratique? Est-ce que la personne a besoin de se mettre, je sais pas, en caleçon ou avec les vêtements? Comment ça se passe? Il y a plusieurs techniques, mais en général, il n'est pas nécessaire d'enlever ses vêtements. C'est surtout quand on va décider de travailler sur le corps, donc ça peut être par exemple pendant une session ou si je le ressens, donc tout en demandant à la personne si elle est OK. Parce que bien évidemment, là on rentre aussi dans un espace très très sacré. Donc l'idée déjà de toucher le corps, on doit demander l'autorisation, est-ce que c'est OK? Puis quand on appuie, on n'est pas là non plus pour torturer, quoi. Tu vois, parce que ça peut rappeler des mémoires, parfois des mémoires d'inquisition. Hein, moi-même dans un séminaire, j'avais revécu des choses comme ça et j'avais hurlé c'est pas agréable. Pendant que j'avais 5 personnes qui m'appuyaient dessus en même temps partout. Donc voilà, mais disons qu'il faut toujours tenir compte de ce que la personne est capable de recevoir. Donc il y a aussi ce dosage. Parfois c'est subtil. Et donc là intervient le fait qu'on travaille ensemble. Donc en général la personne est allongée avec un casque ou non, selon que j'utilise une musique ou pas relaxante. Et puis ensuite on demande l'autorisation. Et puis toujours la personne va dire mais est-ce qu'elle ressent des choses ? Est-ce qu'il se passe des choses dans son corps? Et moi-même, j'ai les yeux fermés. Parce que quand je lis, je suis vraiment à l'intérieur. Je ne lis pas les yeux ouverts. Et à partir de ce moment-là, s'ensuit un échange et je vais sentir vraiment à certains endroits du corps si quelque chose est engrammé ou pas. Parfois, j'ai des images qui viennent.
qui me donnent des informations. Par exemple, la dernière fois, sur une femme, je sens à l'avance, donc je dis, j'attends de voir, puis la personne me dit, tiens, dans mon ventre, là j'ai quelque chose. On dit, ok, là on est dans le 2e chakra, qu'est-ce qui se passe? Puis d'un coup, je vois un ventre qui est vraiment bien gonflé, et dur, son ventre est dur aussi, donc ça ne circule pas. Et donc à l'intérieur, il y a évidemment des mémoires de perte d'enfants, des mémoires de fausses couches, etc. Donc il y avait toutes les mémoires en même temps là-dedans, et donc on commence à travailler. Donc au début, ça fait mal, alors qu'à l'état de conscience normal, éveillé, ça faisait pas mal. La personne seulement dit, ah, j'ai très très mal au ventre. Je dis oui, parce que votre mémoire elle est en train de s'activer. Donc là, selon les cas, soit j'interviens subtilement, soit je vais vraiment entrer dans le corps, et pour certaines personnes, oui, on va appuyer, parce que c'est tellement engrammé que son ventre était bloqué, que ses intestins étaient bloqués. Cette personne, elle ne pouvait pas aller non plus aux toilettes, etc. Et donc elle avait le ventre dur, comme si elle portait quelque chose. Donc il y a tout un travail, je dirais c'est vraiment presque un travail d'orfèvre. C'est l'orfèvrerie de la thérapie. Et, donc, et en même temps je parle, et en même temps on se met en synchronisation. Et à ce moment-là, se passe toute une alchimie qui fait qu'on travaille ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Et c'est pas une personne qui sait, c'est surtout la personne, celle qui sait, c'est celle qui s'auto-guérit. Parce que c'est ça la clé. Nous, on accompagne, mais la clé de la guérison, c'est la fameuse phrase du chirurgien Ambroise Paré, chirurgien au XVIe siècle, sous Catherine de Médicis. Dieu le pensait, non c'est je le pensais, Dieu le guériste, en ancien français. Je le pensais, donc je le soignais, ou je coupais la jambe. Je le pensais, P-A-N-S-A-Y, je le pensais, je le soignais. Mais Dieu le guérit, c'est Dieu qui guérit. Donc la partie lumineuse de l'autre personne. Ça c'est très important, parce que sinon il ne peut pas y avoir guérison. Et donc le thérapeute, c'est simplement un accompagnant qui, avec son savoir, avec son cheminement, avec tout son amour aussi, parce que ça c'est très important, on n'a pas parlé de cette dimension, tout son amour va accompagner la personne. Et voilà un petit exemple de travail sur le corps. Pour qu'une thérapie soit bien réussie, parfois on va dire qu'il est nécessaire de travailler sur plusieurs plans, le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, etc., etc. Et souvent, on a travaillé partiellement. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, donc tout dépend de là où se trouve. Alors, et là où on en est, bien évidemment. Donc, en tout cas, ce que tu es en train de nous dire, c'est que il peut y avoir une demande, ou pas, de la part de la personne qui vient de voir. Quelle est une demande ou pas, de toute façon, pour toi, le B à bas, c'est de dresser la carte du ciel, de voir où elle en est, de voir si, en fonction de la demande, peut-être quel outil tu vas pouvoir utiliser, là où commencer, parce que c'est sûr que, est-ce qu'elle est prête à recevoir, est-ce que c'est les corps subtils qui sont d'abord à toucher, plutôt que le corps physique, il y a plein de choses, et tu peux proposer donc un suivi, donc aussi bien thérapie brève, qu'un suivi, ce que toi tu as appelé sur ton site internet, donc soit du coaching, et accompagnement spirituel. Peut-être que tu peux nous faire un petit laïus là pour voir la distinction que tu fais entre les deux. Alors au départ, il y a des personnes qui viennent avec des demandes précises. Ça peut être des demandes très courtes. Par exemple, j'ai eu une personne qui est venue parce qu'en fait, elle avait rencontré un homme qui a rencontré une femme et donc qui avait un énorme problème de doute, d'engagement. Le doute était en lui, est-ce qu'il fallait qu'il s'engage ou pas ? Et donc ça faisait 3-4 ans qu'il était comme ça, donc ça créait un doute, et du coup, son couple était vraiment en train de se diliter, de se défaire. Et on a fait un travail vraiment... il a fait vraiment un travail remarquable sur 6 mois. Il a eu un déclic, et ce déclic, c'est que tout d'un coup, il était dans son mental. Oui, qu'est-ce qu'on va penser ? C'est une personne plus âgée... Et comment... Mais il aimait vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'amour extraordinaire dans ce couple.
Et à un moment donné, je lui ai dit une phrase, je lui ai dit, mais je lui ai dit, vous me parlez d'affectif, mais je lui ai dit, qu'est-ce que votre cœur, il veut vous me parler d'ici, quoi. Qu'est-ce qui se passe là, lui? C'est ça que c'est à vous de décider si vous voulez ou pas. Et le fait de lui avoir dit cette parole, ben, il s'est passé un déclic, et donc la personne a complètement changé. Donc ça, c'est pour montrer la capacité d'auto-guérison. Donc dans ce cas-là, ben, on n'a même pas fait le thème, c'est-à-dire qu'on est parti sur une thérapie classique, et puis après il m'a dit, bah tiens, j'aimerais bien faire le thème. Ben, je lui dis volontiers, on le fera après. Donc il y a des personnes qui viennent pour des demandes. Ça, c'est très important, parce que aussi on peut penser que des personnes qui ne sont pas ouvertes à l'astrologie, au tarot, au mysticisme, on va dire oui, lui, on va pas aller le voir parce qu'en fait, c'est déjà... Mais pas du tout, puisque cette personne est venue et on a fait un très bon travail. Ça dépend de l'ouverture. Il y a d'autres personnes qui viennent pour faire vraiment un travail, pas sur une demande précise, mais vraiment sur leur complexe, sur leur blocage, sur des schémas répétitifs. Et là, on met en place un protocole, je dirais... voilà, intégratif. Donc pour toi, ça c'est du quoi, de l'accompagnement spirituel, du coaching? Comment est-ce que tu le nommes? Là, c'est de la thérapie. Moi, ma pratique principale, c'est la psychothérapie transpersonnelle. Alors, il se peut parfois que pour des personnes, c'est très différent de parler de coaching et de thérapie, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, le coaching, je vais l'utiliser. J'ai eu l'occasion de travailler avec certains sportifs de haut niveau pour travailler justement leur puissance mentale. Voilà. Mais dans la thérapie c'est vraiment on travaille sur des axes du passé pour libérer des nœuds, des blocages de cette vie, etc. On travaille aussi beaucoup sur le présent, c'est-à-dire la présence. Mais il arrive parfois qu'on y introduise une dose parfois. Par exemple, si on met des objectifs, à ce moment-là, on rentre dans le coaching, parce qu'il y a des gens, par exemple, si tu veux, qui sont vraiment en dépression, et à ce moment-là, ils ont besoin d'être un peu boostés. Donc de temps en temps, on introduit une dose. Donc tu vois, tout ça, c'est assez subtil, et en même temps, c'est pas un mélange juste voilà, comme ça, sans réflexion. Et puis, il y a des personnes qui font vraiment, donc ça représente un noyau, un accompagnement de fond. C'est-à-dire que non seulement elles travaillent sur cette vie, mais elles veulent aussi travailler à l'épanouissement de leur être. Donc je pense à une personne qui travaille depuis de très nombreuses années avec moi et qui avait une vie vraiment très difficile parce qu'elle a eu plusieurs cancers, parce qu'elle était dans des schémas répétitifs affectifs, dans des échecs professionnels, avec des accidents, etc. Et voilà, donc ça fait beaucoup, et donc il a fallu tout un temps de rémission, de résilience, et puis quelques personnes, alors là ça concerne l'accompagnement spirituel, on va dire que j'accompagne aussi avec cette dimension, donc qui veulent vraiment se libérer, qui veulent vraiment aller au fond des choses. Donc apprendre à se connaître vraiment en profondeur. Donc c'est la connaissance, mais c'est l'utilisation aussi de la méditation, c'est l'utilisation des énergies, et puis de plus en plus ces derniers temps, on va dire l'aide du ciel avec les guides aussi qui viennent aussi donc dans les séances de travail. Eh bien, on a des présences aussi qui viennent travailler, et il se passe des choses où les gens reçoivent. Donc il y a aussi cette dimension de l'intangible. Vraiment de l'intangible. La transcendance, on l'appelle comme on veut. La transcendance qui est en nous, qui est cette lumière dont j'ai parlé, et puis qui vient aussi, donc c'est cette aussi d'attraction. Plus il y a de lumière ici, plus la lumière aussi descend. C'est ce qui se passe pendant des sessions, donc il y a, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est quelque chose de difficile à décrire, mais les gens ressentent des présences, voient aussi des choses. Donc là, c'est vraiment un accompagnement qui se fait au cas par cas. Et puis, il peut y avoir aussi la dimension
comme on a parlé brièvement du tarot initiatique, où là on utilise certaines lames du tarot comme porte d'ouverture, comme travail avec l'inconscient. Donc c'est aussi un autre outil que j'utilise maintenant aussi dans les consultations, quoi. Patrick, on est déjà à la fin de cette émission. Ah, déjà mince, alors, j'avais beaucoup de choses à dire encore. Mais... tout ça pour dire aux internautes, donc avec nous aujourd'hui notre invité Patrick Amselem, patrickamselem.com pour le site internet, Patrick Amselem tout attaché, AMSE2LEM.com. Patrick vous reçoit dans le 10e arrondissement à Paris, mais je vous le rappelle aussi, les consultations peuvent se faire par Skype, en anglais, en espagnol et bien entendu en français, selon voilà, si vous avez l'occasion d'être à l'étranger, que vous voyez cette émission, eh bien Patrick a cette ouverture-là, donc vous avez de grandes chances. L'article concerné pour Patrick Amselem sur le site d'Immédiat, puisque vous regardez peut-être sans doute même la vidéo sur YouTube, allez sur le site internet. Sous la vidéo en question, dans le descriptif, il a le lien qui ramène sur le site d'Immédiat avec toutes les informations, le site internet de Patrick, son numéro de téléphone, sa page Facebook, son email. Vous avez toutes les infos nécessaires pour pouvoir le joindre, en savoir plus. N'hésitez pas sous la vidéo à laisser un commentaire, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, à la partager si vous appréciez cette vidéo, à nous soutenir financièrement aussi, ne serait-ce que par 1 € par mois ou une donation fixe à l'occasion. Bah écoutez, c'est super, merci de votre soutien. Patrick, un grand merci. On se reverra pour les rencontres de l'inconscient, un de ces quatre, l'occasion donc pour les internautes de poser des questions en direct sur tous les sujets, et vous avez pu voir qu'ils sont très vastes. Donc je sais que ça sera certainement un bon moment en direct avec eux. Certainement prévu pour septembre, mais on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Vous serez tenus au courant, chers internautes. Un grand merci pour être venu ici. Eh bien écoute, c'est moi qui te remercie pour ton accueil. Et puis ce fut un plaisir de te retrouver également. Je te souhaite bon vent, bonne route, le meilleur à toi Patrick. Merci, à bientôt. Voilà, je vous souhaite bon vent, prenez soin de vous, et au mois prochain pour un nouvel espace thérapeute. Au revoir.